Monsieur le député, la parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui répond à une exigence fondamentale de notre démocratie, celui de l'indépendance de la justice. Les philosophes des Lumières, Locke au XVIIe siècle, puis Montesquieu, lui-même magistrat au Parlement de Bordeaux, avaient théorisé la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Durant la première Révolution, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, les magistrats étaient élus. Bon, certes, au suffrage censitaire, ce qui faisait que la majorité des gens étaient exclus de cette désignation, mais tout de même. Donc, ne soyez pas surpris de voir que notre attachement à la plus large indépendance du système judiciaire et à celle des juges, de tous les juges, ceux du siège comme du parquet. Si les magistrats du parquet sont aujourd'hui dépendants de la loi, ils sont là pour mettre en place, certes, la politique pénale, mais ils ne doivent dépendre que d'elle, et non pas, évidemment, du pouvoir politique. Donc, c'est là toute l'importance de ce projet de loi qui vise à empêcher toute ingérence de l'exécutif dans le déroulement des procédures judiciaires et notamment des procédures pénales. L'enjeu est important. Nous avons tout intérêt à lever les soupçons de nos concitoyens sur les liens qui ont été parfois partisans entre le pouvoir politique et la justice. Le lien de confiance s'est fissuré entre la justice et les citoyens au fil des chroniques judiciaires, au point que la cote de désamour des juges en vient à côtoyer celle des hommes politiques et des banquiers. C'est pourquoi il importe d'inscrire clairement dans la loi la prohibition des instructions individuelles du ministre de la Justice aux magistrats du parquet. Nous apportons tout notre soutien à ce projet de loi qui permet d'entrevoir une fin à cette pratique contestable pour notre démocratie. Rappelons toutefois que si les instructions individuelles sont peu fréquentes, il n'y en a eu aucune entre 1997 et 2002, et qu'une petite dizaine par an ces dernières années, les instructions orales ont pu être plus fréquentes. Et évidemment, elles le seront sur des affaires délicates. Celles-ci, par leur nature, je parle des instructions orales, ne sont pas versées au dossier. Et il n'est pas totalement fantaisiste de croire que nombre d'entre elles aient été suivies. Plusieurs journaux ont ainsi souligné les interventions des membres du cabinet de différents gardes des Sceaux ou celles de la direction des affaires criminelles et des grâces pour transmettre oralement des consignes au parquet. Cela est permis par l'organisation très hiérarchique du parquet, dont le ministre de la Justice est maître des carrières. Tant que l'évolution des carrières restera en partie entre les mains de la chancellerie, il subsistera un doute sur la soumission, consciente ou non, des magistrats du parquet à leur environnement politique proche. Le fait que les substituts puissent être dessaisis à tout moment par leur procureur pose également le problème de leur indépendance. L'affaire de l'hélicoptère dans l'Himalaya, envoyé pour récupérer un procureur de la République d'Évry afin de mettre au pas un procureur adjoint trop indépendant, est restée fameuse. Cela relève toutefois moins des liens entre la chancellerie et le parquet qu'à l'organisation du parquet lui-même. Il faudra toutefois, pour nous, veiller à ce que l'autonomie et la protection des magistrats du parquet rejoignent à terme celle des magistrats du siège. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, examinée hier dans notre hémicycle, prévoit des avancées importantes dans ce domaine en confiant au CSM un rôle substantiellement renforcé dans la nomination des magistrats du parquet. Il est proposé que la nomination de ces derniers soit désormais subordonnée à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, de même que lui reviennent les procédures disciplinaires qui appartient actuellement au ministre de la Justice. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature est donc une nécessité si l'on souhaite que la fin des instructions individuelles par le pouvoir exécutif ait une réelle incidence sur l'indépendance des juges du parquet. Dès lors, nous ne pouvons que regretter les refus exprimés par l'opposition de soutenir ce texte. L'indépendance de la justice aurait mérité un consensus transpartisan. Elle pourra ainsi continuer à s'élever dans la presse contre les décisions de justice qui ne lui conviennent pas, au mépris du respect le plus élémentaire de l'indépendance de la justice. Le juge Gentil en a fait la triste expérience il n'y a pas si longtemps. C'est le système judiciaire et in extenso la démocratie dans leur ensemble qui sont décrédibilisés
par de telles critiques venant des parlementaires. En tout état de cause, il convient de mettre fin dans la loi aux types de pression qui peuvent déjà l'être. Les instructions individuelles sont autorisées par le dernier alinéa de l'article 30 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 9 mars 2004. Mettons-y un terme en veillant donc à ce que le terme d'instruction individuelle recouvre le spectre le plus large des pratiques, qu'elles soient écrites, orales ou de quelque manière que ce soit. C'est le sens d'un de nos amendements qui vise à renforcer le caractère impératif de l'interdiction de toute instruction individuelle. Il ne faudrait pas qu'avec la suppression des instructions écrites versées au dossier, nous oublions les instructions orales qui pourraient être moins visibles, car non versées au dossier n'en existe pas moins. Nous affichons notre satisfaction sur la volonté d'une plus forte publicité de ces instructions générales de politique pénale, comme l'a souhaité le rapporteur. Je tiens également à remercier Madame la garde des Sceaux pour son soutien exprimé sans hésitation à la Commission des lois en ce qui concerne la demande d'information annuelle du Parlement par le gouvernement sur la mise en œuvre de sa politique pénale par une déclaration qui pourrait être suivie d'un débat. C'est la preuve de l'engagement sans faille de Madame la ministre en faveur d'une transparence retrouvée de l'action politique et du fonctionnement de la justice en France. L'organisation d'un débat autour du rapport annuel de politique pénale établi par le procureur de la République au cours des assemblées générales des magistrats du siège et du parquet des tribunaux de grandes instances procède de la même logique de transparence. Pour aller encore plus loin dans cette transparence, nous présenterons 2 amendements visant à ce que les éventuels rapports particuliers des procureurs généraux au ministre de la Justice portant sur une ou plusieurs affaires individuelles puissent être versés à la procédure. Il convient de préciser que d'éventuels rapports individuels, dès lors qu'ils n'ont pas pour but d'aboutir à une quelconque instruction, soient donnés à la connaissance de l'ensemble des parties et des magistrats travaillant sur le dossier, notamment pour l'exercice des droits de la défense. Au final, cette réforme est emblématique des principes directeurs qui guident la nouvelle politique pénale qu'a décidé d'impulser notre garde des Sceaux et bien sûr le président de la République. Nous la soutenons totalement dans cette voie. Cette réforme s'inscrit également dans la lignée de la conduite du gouvernement qui, depuis le début, s'est efforcé d'être responsable et garant de l'indépendance de la justice. La création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac en est un exemple. En instaurant des rapports plus sains et transparents entre la chancellerie et le parquet, la gauche désire mettre fin aux soupçons d'une justice aux ordres dont les citoyens ont plus qu'assez d'apprendre les ressorts dans la presse. Consacrer l'indépendance de la justice était un engagement du président de la République. Nous sommes fiers de pouvoir y contribuer aujourd'hui. C'est donc avec enthousiasme et conviction que nous voterons pour ce projet de loi. Merci, monsieur le